Amis du roman historique, bonjour. Donc deuxième épisode pour Chilpéric. Chilpéric, donc c'était le petit-fils de Clovis. Donc c'est au début du VIe siècle, une époque très instable, très perturbée, avec beaucoup d'histoires. Enfin, c'est très intéressant de se replonger dans cette époque incroyable. Et donc je vous avais trouvé. Alors c'était pas c'était un livre plus d'analyse sur le service de l'État dans ces périodes barbares, dans la Gaule franque. Donc oui, c'est du 4e au 9e siècle, donc c'était assez large. On évoquait un peu Chilpéric, mais c'est aussi intéressant de trouver des livres aussi narratifs sur la vie de Chilpéric lui-même. C'est un personnage étonnant, qui est mort assassiné. Enfin, c'est une période très trouble, avec beaucoup de soubresauts incroyables et du coup romanesques. Donc là, je vous ai trouvé donc, un livre romanesque, c'est du roman historique, donc c'est d'Éric Fouassier, Les Francs Royaumes, c'est une saga. Par deux fois tu mourras, donc c'est la période Chilpéric. Voilà, donc je prends mes petites lunettes. Donc, Palais de Rouen en 569, Galwith, alors c'est des noms terribles de Francs de l'époque, donc c'est des envahisseurs, les Francs, ils se marient entre eux, et puis ils gouvernent des Gaulois, quoi. Gaulois romanisés. La jeune épouse de Chilpéric, Gertrude, l'un des trois petits-fils de Clovis, meurt étouffé dans sa chambre. À peine le crime commis, son assassin est poignardé par un mystérieux agresseur. Lorsque la reine Brunhilde d'Austrasie, sœur de Galwith, charge Arsenius Pontius de faire toute la lumière sur cet assassinat, le jeune lettré gallo-romain ne se doute pas qu'il vient de plonger au cœur des luttes fratricides qui opposent les trois héritiers du royaume des Francs. Avec le premier tome de ce triptyque sur les trois mérovingiens, Éric Fouassier offre au lecteur un formidable polar historique, c'est du polar, et ressuscite somptueusement cet âge sombre qui fonda la France où meurtre, sexe et vengeance sont autant d'instruments de pouvoir. Voilà. Donc Éric Fouassier, le roi des Francs, avec un doctorat en pharmacie puis un autre en droit, Éric Fouassier s'est spécialisé dans l'histoire de la médecine et de la pharmacie qu'il enseigne à l'université. Passionné d'énigmes et de codes secrets, il est auteur de plusieurs romans historiques, dont la trilogie La saga de Héloïse, L'apothicaire et le bureau des affaires occultes, qui a été récompensé entre autres par le prix Maison de la Presse et du prix Griffe Noire du meilleur polar historique de l'année 2021. Voilà, donc je vous ai choisi la page 27, Chilpéric, la page 27. La page 27. Alors, en cette année 573, le mauvais sort semblait s'acharner sur le royaume des Francs. Tout avait commencé au calendrier de mars. En cette saison, les hommes n'avaient pu s'en prendre qu'à leurs propres bêtises. Ranimant les vieilles querelles, Chilpéric avait confié ses meilleures troupes à son plus jeune fils, Clovis, et les avait lancés à l'attaque des riches terres de Touraine et du Poitou. La réponse de son demi-frère, Sigebert, qui tenait le royaume de l'Est, mais dont dépendaient ces deux provinces, n'avait pas tardé. Trouvant un précieux allié en la personne de son aîné Gontram, roi de Burgondie, il avait riposté avec férocité. Ces guerriers, renforcés par l'armée burgonde, avec à sa tête le patrice Ennius Mumolus, maintes fois vainqueur des Lombards, avaient vite eu raison de l'adversaire farouche mais mal organisé. Les représailles qui s'en étaient suivies avaient causé presque autant de ravages que l'agression elle-même. Quant au jeune Clovis, un temps réfugié à Bordeaux, il n'avait dû son salut qu'à une fuite peu glorieuse. Traqué ainsi qu'un cerf aux abois, il avait réussi, in extremis, à repasser la Loire et avait regagné les domaines de son père, la queue entre les jambes.
Dans les mois qui avaient suivi, la nature s'était chargée de faire écho à la folie des hommes. Toutes sortes de calamités s'étaient abattues sur les terres franques. Invasion de criquets en Provence, disette en Auvergne, pourrissement d'une partie des vignobles en Aquitaine et épidémie de variole dans les régions de Sens. Le royaume de Neustrie, le terme de Neustrie désignait le royaume franc d'Occident. Ce nom est d'apparition plus tardive que celui d'Austrasie qui, pour désigner le royaume oriental, mais il est tellement usité que nous l'avons par communauté retenu. Alors, le royaume de Neustrie, aux mains de Chilpéric, n'avait pas été épargné, bien au contraire. Depuis l'assassinat de la malheureuse reine Galwinthe, il ne se passait pas une année sans qu'un malheur vînt le frapper de plein fouet. Maladie, incendie, tempête de grêle, récolte médiocre. Nombreux étaient ceux, dans l'entourage même du roi, qui se trouvaient tentés de voir la main d'un dieu vengeur dans une telle accumulation de fléaux. Durant le printemps 570, Chilpéric n'avait pas eu d'autre choix que de comparaître devant un tribunal composé à part égale de nobles Bourgonde et Austrasiens. On n'en est pas encore à la Bourgogne. Reconnu coupable du meurtre de son épouse, il avait dû s'acquitter du prix du sang. En droit germanique, le Vergelt, ou prix du sang, permettait à un meurtrier de racheter son crime et d'éviter la vengeance familiale au Fed. La somme à payer variait selon le sexe, l'âge et la qualité de la victime. À présent, on aurait dit que c'était au tour de son peuple de payer pour cette faute. Cependant, bien peu se seraient risqués à formuler à haute voix un tel avis. Toujours est-il que depuis la mi-avril, le ciel s'entêtait à accabler hommes et bêtes. Un printemps maussade avait succédé à un été pluvieux et à un automne diluvien. Des nuages stagnaient d'un bout à l'autre de l'horizon. D'averses, en gibilet, d'orage, en trombe d'eau, la terre s'était transformée en une vaste éponge. La plupart des récoltes étaient ruinées et un hiver de famine s'annonçait. Voilà, ça installe un décor. Alors, page 81, Frédégonde, l'épouse de Chilpéric, page 81. 81. La Frédégonde. 80, 83, 81. D'accord. En arpentant le corridor menant aux appartements de son épouse, Chilpéric se sentait contrarié, de méchantes rumeurs et fatigué. L'entrevue avec ses fils le laissait pour partie insatisfait. Certes, il avait vécu les réticences de Théodebert, mais sa conviction qu'aucun des trois n'était digne de lui succéder en était sorti renforcé. Son crâne le faisait souffrir, ses oreilles bourdonnaient. Il ressentait le besoin de s'alléger l'esprit. Lorsqu'il franchit le seuil de la chambre, il fut écueilli par une lourde odeur d'encens. Des tentures de cuir occultaient les fenêtres et plongeaient la pièce dans la pénombre. Chilpéric cligna des paupières. Il distingua une silhouette allongée sur une banquette. La forme s'anima à son approche et se déploya, fluxueuse et à l'anguille, telle une algue au fond de l'eau. Comment cela s'est-il passé? La voix était belle, étonnamment chaude, une flamme qui vous enveloppait de son haleine brûlante. Théodebert amènera les troupes par-delà la Loire, répondit le roi. C'est bien, mais il demeure encore une menace à écarter. Chilpéric ne pouvait détacher ses yeux de l'être qui venait à lui. Frédégonde avançait pieds nus sur les pots qui recouvraient le sol. Elle s'était parfumée de chypre et avait revêtu une longue tunique de soie vaporeuse, profondément échancrée sur le devant. Le vêtement dévoilait ses courbes opulentes, aussi bien que si elle avait été entièrement nue. Elle était grande, ronde de sein, fine de taille, les hanches généreuses, et il se dégageait d'elle un puissant magnétisme, un charme animal aussi, quelque chose de sauvage et d'indompté. Une menace, répliqua Chilpéric d'une voix éteinte.
Il semblait comme perdu dans un songe, tout envahi qu'il était déjà par le désir de serrer cette femme dans ses bras, de se dépouiller du fardeau royal en s'enfouissant au plus profond de cette chair. Elle lui avait toujours fait cet effet, mais son emprise sur lui n'avait cessé de croître depuis qu'il la connaissait. Une emprise qui trouvait son origine dans des yeux noirs magnifiquement impudiques, qui jamais ne sciaient et avaient le pouvoir de plier les autres à sa volonté. Il lui suffisait d'accorder l'offrande d'un regard appuyé pour que l'homme le plus rétif devienne à son égard aussi docile qu'un agneau. Lorsque Frénégonde parla à nouveau, ces mots vinrent chercher Chilpéric très loin, dans des territoires de volupté, là où toute douleur s'épuisait et où ses rêves de domination pouvaient se déployer et embraser l'horizon. Une menace, oui, murmura la reine, de sa voix d'arrière-gorge si singulière. Cette esclave qui a trouvé refuge dans la cathédrale, elle sait des choses. Tôt ou tard, elle finira par parler. C'est un risque que nous ne pouvons pas prendre. Chilpéric avança la main vers sa noire chevelure lourde de senteurs musquées qui tombait en cascade jusqu'au creux des reins. Il en ramena une boucle vers son visage pour en sentir la douceur épaisse. Elle se trouve sous la protection de l'évêque, souffla-t-il. Je ne peux rien faire contre elle. Frénégonde se dégagea doucement et s'approcha d'une petite table où brûlait une lampe à huile. Elle remplit à ras-bord une coupe en bronze avec un vin épais couleur sang. Puis elle revint vers son époux, portant le récipient à deux mains à hauteur de sa poitrine. Elle marchait à sa rencontre, hiératique, avec la lenteur qui sied à la prêtresse d'un culte dont les arcanes ne sont connus que d'un très petit nombre d'initiés. Et voilà, la Frénégonde. Alors ensuite, page 176, meurtre de Galwinthe. Alors le meurtre, page 176. 176. Il narra dans les détails son entrevue avec le médecin du palais. Prétexta l'écouta sans interrompre. Prétexta, c'est son nom. Mais au rythme de son front, à ses sourcils froncés, on devinait que les révélations d'Arsenius le plongeaient dans un abîme de perplexité. Des blessures qui n'auraient pas saigné, un cadavre qu'on larde de coups de couteau, marmonna-t-il dans sa barbe, une fois achevé le compte rendu de son hôte. Voilà qui dépasse l'entendement. Comment expliques-tu de tels paradoxes? Arsenius prit là un temps avant de répondre. Depuis sa rencontre la veille avec Marie-Leif, il avait beaucoup réfléchi et eu le temps d'échafauder une hypothèse. À ce stade de son enquête, bien des inconnus demeuraient, mais du moins ce qu'il avait imaginé avait le mérite d'apporter un peu de cohérence à un ensemble de faits qui, pris individuellement, semblaient en manquer singulièrement. Cependant, ces certitudes étaient trop peu nombreuses pour ne pas, conformément à ses habitudes de lettré, assortir son propos d'une sage précaution oratoire en citant l'un de ses auteurs favoris. Comme l'affirme Terence, il n'est rien qu'une fausse interprétation ne puisse détourner du droit sens. Aussi, je me garderai bien à cette heure de prétendre avoir percé l'entier mystère entourant la mort de la précédente reine de Neustrie. Toutefois, je commence à avoir ma petite idée sur la façon dont les choses se sont déroulées. Il suffit de mettre bout à bout les informations que nous avons obtenues auprès de Wintrude et de Marie-Leif. Je tiens aussi pour à peu près certain que les circonstances réelles de la mort de Galwinthe ont été volontairement occultées, masquées par un écran de fumée. Si l'on en croit la version connue de tous, la reine a été sauvagement poignardée dans son sommeil. Le crime imputé à son époux, celui-ci se serait lassé d'elle et aurait profité de la mort de son beau-père,
qui laissait Galwin sans protection. Or, je suis à présent convaincu que la vérité se révèle beaucoup plus complexe. Tu prétends que Chilpéric n'aurait pas ordonné ce crime, demanda Prétexta, en ouvrant de grands yeux étonnés. Je n'ai pas dit cela. J'affirme juste que la version officielle me paraît beaucoup plus simpliste. Si Chilpéric a bien commandité le mort de sa femme, pourquoi n'a-t-il pas cherché à faire passer celui-ci pour une mort naturelle ou un accident? Il devait bien se douter qu'en cas d'assassinat avéré, tout le désignerait comme le principal suspect. L'incompétence des hommes, qu'ils soient rois ou simples gueux, tout individu a tendance à négliger les retombées néfastes de ses actes. Pas Chilpéric. Du moins, si j'en crois le portrait que l'on en m'a brossé. Aujourd'hui, avec ce que nous savons, il est possible de risquer une autre explication. Encore une fois, je ne prétends pas qu'elle soit exacte, l'exacte réalité, mais elle a du moins le mérite d'assembler un récit plausible de faits extraordinaires. Voilà, c'est l'enquête, quoi. Ensuite, page 291, Guntram. Guntram, encore un nom terrible. Page 291. 291. Alors, page 291, j'y suis. D'accord. Un chêne abattu, une montagne renversée, le corps gigantesque gisant sur le sol rocailleux de la vallée des Térabas. Son bouclier, ses jambières et sa cuirasse de cuivre, rutilant dans la lumière du soir comme autant de petits soleils à leur couchant. De son col tranché cascadait un ruisseau écarlate qui venait baigner les épis d'un champ d'orge ou d'épeautre, signe que la terre et les générations à venir se nourrisseraient longtemps du sang versé. À distance du cadavre, arrêté dans sa course par le tronc d'un figuier, la tête du vaincu offrait au regard un faciès hirsute et grimaçant. Du casque au cimier, naguère imposant, mais désormais déguenillé, s'échappaient les boucles noires et indisciplinées, à l'apparence reptilienne. La sandale du vainqueur, haut levé, donnait l'impression de vouloir écraser ce nid de serpent. Il se tenait là en équilibre sur un pied et l'épée au poing, semblant occuper tout l'espace entre les deux armées affrontées à l'arrière-plan, et pourtant minuscule au regard de l'énorme masse effondrée dans son dos. On y dit un enfant égaré dans un monde trop grand pour lui, mais un enfant triomphant qui avait renversé la montagne abattue de chêne. Avec un rictus douloureux provoqué par ses rhumatismes, le roi Guntram se leva de sa cathèdre et s'arracha à la contemplation de la somptueuse tapisserie venue du Niphrate, qui représentait la victoire du berger David contre les héros des Philistins. Il appréciait particulièrement cette tenture au ton chatoyant et prenait plaisir à la contempler presque chaque matin. La défaite du géant Goliath le confortait dans cette conviction solidement chevillée à son esprit que la force brutale n'était pas le moyen le plus efficace de supplanter ses rivaux. À presque 41 ans, l'aîné des fils survivants du roi Clotaire était loin de partager le caractère belliqueux de son frère Sigebert et Chilpéric. Il ne se résolvait pas à faire appel à son armée qu'à lorsqu'il s'y trouvait contraint, par exemple pour repousser les raids saxons ou lombards aux frontières orientales du royaume de Burgondie. En outre, il n'autorisait son patrice Ennius Mumolus à livrer bataille que si la victoire ne pouvait manquer d'échapper à ses guerriers. Encore n'y puisait-il aucune satisfaction, tant il ne tirait plaisir que de la domination de son esprit sur celle de ses adversaires. Rien ne lui procurait davantage de jouissance que de deviner à l'avance leurs desseins, à seule fin de mieux les anticiper et de les contrecarrer, tout en évitant l'affrontement direct.
Au fil des années, il a été élevé la dérobade, le contre-pied et le double jeu au rang d'un art majeur. Il les avait érigés en principaux instruments de sa politique. Son approche, à la fois pragmatique et sournoise, avait maintes fois fait la preuve de son efficacité, notamment à l'occasion du décès de son frère aîné, le roi de Paris, Charibert. Guntram s'était douté que Sigebert et Chilpéric allaient se disputer avec avidité les terres du défunt. Plutôt que de participer à la curie et de réclamer sa part, alors qu'il ne disposait pas de troupes suffisantes pour tenir dans la durée de nouvelles cités, il avait préféré devancer le partage et nouer contact avec Theudegilde, la concubine de Charibert. Lui-même étant pour l'heure dépourvu d'épouse ou de maîtresse en titre, il lui avait laissé entrevoir par lettre à demi-mot la possibilité de lui offrir sa protection, et pourquoi pas, d'en faire sa reine. La jeune femme que la mort soudaine de son royal amant vouait au couvent avait sauté sur l'occasion. Faisant main basse sur le trésor de Charibert, elle s'était empressée d'emporter en Burgondie tout l'or et tous les bijoux qu'elle avait pu ravir dans sa fuite. Aussitôt arrivé à Châlons, la capitale de Guntram, celui-ci l'avait fait arrêter, puis expédié dans un couvent d'Arles, où la trop crédule Theudegilde avait fini par crever quelques années plus tard. L'affaire avait été aussi rondement menée au nez de la barbe de Sigebert et de Chilpéric, conformément aux prévisions de leur aîné. Ceux-ci n'avaient en effet rien trouvé à redire à ce détournement de fortune, dans la mesure où Guntram leur avait ensuite volontiers abandonné les derniers morceaux du territoire dépecé. Charmante époque. Alors, page 443, Théodebert, fils de Chilpéric, 443. Théodebert. Alors voilà. Le lendemain, une horreur brumeuse se faufilait entre les arbres du sous-bois lorsque les sentinelles signalèrent des hommes à l'approche. Il s'agissait des fantassins attendus, mais il n'était qu'une poignée. Aussitôt prévenu, Théodebert se porta à leur rencontre. Les nouvelles étaient hélas désastreuses. Profitant de sa diversion opérée par la cavalerie, les guerriers, demeurant en arrière, étaient bien parvenus à lever le verrou de la rivière. Mais ce succès, à peine obtenu, des dissensions étaient apparues parmi eux. Wulfrid, l'ambassadeur du roi Léovigild, avait convaincu une quarantaine d'hommes de l'escorter en milieu sûr, à Bordeaux, plutôt que de tenter le diable en remontant au nord. Les officiers fidèles à Théodebert avaient cherché en vain à s'y opposer. Le prestige du Visoc et sa promesse d'une belle récompense à tous ceux qui l'accompagneraient s'étaient révélés autrement plus convaincants. À la suite de ces premières défections, la cohorte, qui comptait encore près de 300 unités, s'était lentement désagrégée. Par la petite troupe, les guerriers s'étaient dissipés dans la nature et convaincus qu'ils avaient plus de chances de se glisser ainsi entre les lignes ennemies et de rentrer au pays sains et saufs en préservant le produit de leur pillage. Finalement, on dirait en français, une trentaine d'hommes seulement avaient rejoint le bosquet sacré. Pour le coup, il a fait un barbarisme. Finalement, c'est pas mal pour le sujet. La nouvelle de l'évaporation de sa petite troupe porta un rude coup à Théodebert. Ce n'était malheureusement pas la seule contrariété qu'avaient à lui infliger les nouveaux arrivants. Alors qu'il approchait du lieu de rendez-vous, il avait failli tomber, à moins de 3 lieues de là, sur toute l'armée de Gontran-Boson. Avertis par ceux qui les avaient traqués toute la journée de la présence dans les environs
d'un fort parti ennemi avec le prince à sa tête, le duc austrasien avait massé des soldats au sommet des coteaux qui verrouillaient l'accès au nord. Dans ces conditions, s'entêter à rejoindre la vallée de la Loire devenait suicidaire. Rebrousser chemin pour s'enfermer dans Limoges n'était guère plus envisageable. La cité se trouvait dans l'incapacité de soutenir un siège, surtout maintenant que les effectifs neustriens se limitaient à une petite centaine de guerriers. Restait une seule option possible pour se tirer de ce guêpier, filer droit vers l'ouest en direction d'Angoulême, pour tenter de contourner le dispositif austrasien. Ordre fut aussitôt donné de harnacher les chevaux pour lever le camp avant que le jour ne fût totalement établi. Les risques seraient ainsi moins grands d'être repérés par une des patrouilles que Gontran-Boson ne manquerait pas d'envoyer en reconnaissance. Les soldats de Théodebert, qui avaient pourtant si peu dormi, hâtèrent les préparatifs en s'efforçant d'observer le plus grand silence. Comme ils ne disposaient pas d'un nombre de montures suffisant pour équiper les fantassins qui venaient de les rallier, il fut décidé que ceux-ci monteraient en croupe sur les chevaux les plus puissants. Cette disposition ralentirait la troupe, mais beaucoup moins que si une partie des guerriers allait à pied. En moins d'une heure, tout fut prêt, et Théodebert put donner le signal du départ. Très vite, la centaine de Neustriens s'effilocha en une mince colonne. Il s'agissait de demeurer le plus possible à couvert, tant que la proximité de l'ennemi en surnombre faisait peser une lourde menace sur le prince et ses derniers fidèles. Évitant les champs et les landes, la troupe cheminait à l'abri des lisières, préférant les étroits sentiers de traverse au chemin de dégagés, longeant les haies sauvages d'églantiers ou de prunelliers, plongeant dans les sous-bois fraîchis par le murmure des sources. Voilà, bon, c'est l'aventure, quoi, l'aventure dans un Moyen-Âge, dans un très haut Moyen-Âge, à la lisière de l'Antiquité. Voilà, donc c'est sympathique comme livre à lire, c'est de l'enquête, voilà. Moi je vous invite à lire ce roman. Voilà, d'Éric Fouassier, donc c'est, moi j'ai trouvé ça en livre de poche, l'édition livre de poche, par 2 fois tu mourras, voilà. À très bientôt, donc là je vais prendre un peu de vacances, ce sera sûrement dans 15 jours. À très bientôt.